Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue dans la Cour des Grands, ce rendez-vous des leaders juste après son Excellence Matthias Veltin, ambassadeur d'Allemagne ici en Guinée. Nous recevons ce soir celui du Japon, son Excellence M. Hideo Matsubara. Avec lui, il sera question de parler de la coopération guinéo-japonaise ainsi de la politique migratoire. Et puis enfin, nous mettrons un accent sur l'industrialisation du Japon, les avantages et les conséquences. Mais avant, je vous laisse en compagnie de la biographie aussi riche que professionnelle de son Excellence. Né le 22 janvier 1957 à Fukuoka, le nouvel ambassadeur du Japon en Guinée a tout d'abord obtenu en mars 1980 une licence à la faculté des études étrangères section langue française à l'université Kyoto Sangyo. En avril 1980, il devient fonctionnaire au ministère de la Justice à Osaka. En mars 1992, Hideo Matsubara occupe le poste de 3e secrétaire à l'ambassade du Japon au Cameroun. En février 2002, consul du Japon à New York aux États-Unis. En octobre 2005, consul du Japon à Ho Chi Minh au Vietnam. Le combat ne s'arrête pas là. En janvier 2009, il devient premier secrétaire et consul à l'ambassade du Japon en France. Juin 2014, Hideo est nommé directeur adjoint principal, division des passeports, direction générale des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Tokyo. En mars 2015, chargé de mission, division de la politique consulaire, direction générale des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères à Tokyo. En mars 2017, il occupe la place de conseiller à l'ambassade du Japon au Burkina Faso. En janvier 2019, Hideo Matsubara pose ses valises à Conakry en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Guinée. De retour sur ce plateau, une question basique pour commencer. Vous êtes ambassadeur depuis janvier 2019 ici en Guinée, ambassadeur du Japon. Est-ce qu'on peut connaître la mission que vous vous êtes assignée? Alors, bonjour, bonsoir on pourrait dire. Je suis très heureux de présenter moi-même en tant que l'ambassadeur du Japon ici. Tout d'abord, je voulais présenter moi-même. Je m'appelle Hideo Matsubara, de l'ambassadeur du Japon, qui est installé à la fin de janvier, précisément 27 janvier. Et puis, j'ai posé mes lettres de créance auprès de M. le Président. De la République. De la République, 4 mars. Voilà. Et avant de venir ici, j'étais un ministre conseiller de l'ambassade du Japon à Ouagadougou. Et puis, personnellement, je suis très heureux d'installer ici, puisque le Burkina Faso est un pays de l'intérieur. Et par rapport à la Guinée, est un côtier comme le Japon. Et puis, comme j'ai envie de... souvent les Japonais prennent fruits de mer. Donc ici, on peut manger fruits de mer. Je suis content d'arriver ici. Voilà. Bonne arrivée en tout cas en Guinée. Vous venez de le dire tout de suite, vous êtes en Guinée depuis janvier 2019. Est-ce qu'on peut connaître le rôle que vous jouez en tant qu'ambassadeur? Qu'est-ce que vous faites? Parce que depuis 60 ans, nous avons une bonne relation avec Guinée et le Japon, bien sûr. Et depuis 1988, depuis l'indépendance de votre pays. Et puis, nous avons soutenu Guinée et en passant à la coopération économique. Mais à côté Guinée, c'est le gouvernement guinéen nous soutenu plutôt
envers international, par exemple élection, organisation internationale, et puis envers des Nations Unies. Voilà. Et donc, notre deux comme relation, pays-relation est un très bon. Mais en ce moment, il y a un an et demi, Monsieur le Président et professeur, le professeur Alpha Condé a visité, et première fois, c'est la visite première fois au Japon. Donc, je pense que c'est le moment très bon placé de relations. Pour renforcer les liens entre le Japon et la Guinée. C'est ça. Donc, c'est le très bon moment. Je suis arrivé ici en profitant de cette occasion pour faire accélérer la relation bilatérale. Ça, c'est mon rôle. Oui. En utilisant au niveau de la coopération, plus au échange de culture, en passant comme ça. Oui. Votre rôle, c'est de renforcer les relations entre la Guinée et le Japon. Oui. Généralement, quels sont les secteurs dans lesquels vous intervenez? Oui. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, oui, quel secteur? Il y a plusieurs domaines qui sont capables de coopérer avec votre pays. Et voilà, le Japon jette la lumière surtout un domaine de sécurité alimentaire, ensuite infrastructure économique. Les infrastructures économiques. Oui, ensuite services sociaux de base. Voilà, donc nous avançons des relations avec ces trois piliers. Voilà. D'accord. Alors, vous appuyez beaucoup la Guinée dans le domaine économique, oui, en apportant des dons, des infrastructures. Oui. En contrepartie, qu'est-ce que vous gagnez de la Guinée? Par exemple, à vrai dire, je dois tout d'abord dire que le Japon n'a pas d'allié de plan politicien. Voilà. Donc, sans avoir comme développement de l'Afrique, moi je travaille en Guinée, mais sans avoir de développement de l'Afrique, il n'y a pas de développement du Japon aussi. C'est une sorte d'idée du Japon. Voilà, donc franchement, vous dire, il n'y a d'autre aucun comme intention. D'accord. Oui. Alors, Son Excellence, oui, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour atteindre vos objectifs? Par exemple, un renforcement de relations bilatérales en pensant promouvoir la vie, développer la vie de Guinéenne. C'est parce que je vous ai expliqué à trois piliers. C'est la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire étant indispensable pour vivre la population guinéenne. C'est parce que nous faisons contribuer. Et bien sûr, non seulement par notre gouvernement, coopérer avec l'organisation internationale, par exemple PAM, et en utilisant le budget japonais, l'organisation internationale qui s'appelle PAM sera organisée de distribuer du riz nécessaire qui manque de nourriture. La région qui manque de nourriture comme ça. Et puis, deuxièmement, c'est au niveau de l'infrastructure. Nous avons déjà installé, vous êtes au courant, par exemple, le pont de Kaka, par exemple. Nous avons déjà fait. Et puis, on est en train en cours de travaux de pont de Sumba, sur la route numéro 3, comme ça. Et puis d'autres choses, par exemple, projet d'approvisionnement de l'eau en Guinée. À travers des dons, surtout avec la SEG. C'est ça. D'accord. Oui, vous connaissez. Et puis en même temps, nous envoyons l'expert japonais avec le don. Donc la technique japonaise et puis le don, sera bien comme compatible. Qu'est-ce qu'on dit? Une question de compatibilité. Oui, c'est ça. Okay. Oui. Donc pour promouvoir de développement de Guinée. Ça doit être améliorer la condition future de vie guinéenne. Ça veut dire rendre de bonnes relations avec les Japonais. Parce que
le don, c'est finalement dire une sorte de taxe qui a été payée par la population japonaise. Donc, ça veut dire que les populations japonaises soutiennent à votre pays et puis à votre population. Oui. Alors, à présent, faisons un tour au Japon, le pays du soleil levant. Son Excellence, pourquoi ce nom? D'où vient ce nom? Oh, je ne sais pas, mais ça fait longtemps que notre pays est un soleil levant. Et je crois que au IIIe siècle, la Chine est un voisin est un pays de notre voisin. Et puis il y a l'empereur de Chine nous a envoyé une lettre. Et puis a répondu à notre empereur. La réponse c'était écrite comme ça. Et le Japon, le pays le soleil levant, répondre à l'empereur de soleil baissant comme ça. C'est le commencement de une histoire un peu fascinante quand même. D'accord. Alors à l'instant, parlez-nous un peu du régime politique en place. Comment est-ce que ça se passe au Japon? Oui, et voilà, après avoir terminé la deuxième guerre mondiale, le système du Japon s'est changé. Et comme le Japon est devenu un monastère constitutionnel. Et puis, ça veut dire notre empereur n'est pas capable de gérer la politique directement. C'est le Premier ministre qui est un responsable de la politique nationale et puis l'extérieur. Le Premier ministre Shinzo Abe. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est lui qui est responsable de la politique au Japon. Oui, voilà. Donc, l'empereur n'est que symbole de la nation, de l'État. Oui. D'accord. Alors, nous sommes au XXIe siècle, l'avènement des nouvelles technologies. Sur ce plan, le Japon se fait plutôt remarquer. C'est vrai. Quelle est votre force? Oh, ça doit être très difficile à répondre. Parce que les Japonais recherchent toujours. Après, nous avons perdu tout. Après avoir terminé la Deuxième Guerre mondiale. On commence zéro. On commence zéro. Mais nous avons continué de recherche pour l'éducation. Et quand on était petit, moi je suis né en 1987, mais déjà les adultes mettent un pied sur l'éducation. Moi, notre génération fait une étude beaucoup. Donc c'est une sorte de résultat, ce qu'on peut expliquer que la technologie est comme arrivée à nous maintenant. Oui. Voilà. D'accord. Le Japon, 12e pays le plus peuplé au monde, avec environ 127 millions d'habitants. 127 millions, oui. D'habitants, vous le confirmez? Oui, oui. D'accord. Et vous faites partie aujourd'hui des 3 grandes puissances économiques du monde. Vous le confirmez? Oui. Et quels sont les secteurs qui vous ont mené à cette place aujourd'hui? Oh, tout le monde. À part la technologie, bien sûr. Je crois que à peu près 120 millions de population qui vit au Japon. Et puis le Japon, il faudrait développer parce que le Japon est un petit pays qui faisant un archipel de 4 îles. Et puis 70% est en montagne. 4 îles, lesquelles? Oui, 4 îles. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, 4 grandes îles composées par ça. Et puis on n'a que la surface qui 30% c'est cultivable. Donc 70% est en montagne, c'est difficile à cultiver. Donc la plupart de la population japonaise est chargée de fabricants de matériel et puis d'autres aussi essayer de vendre à l'étranger.
Donc importer matières premières et transformer et puis vendre, gagner comme ça. Donc pour le développement du Japon qui faisait un rôle important, c'est fabricant, des gens de fabrication et puis exportation, je crois. Oui. Et puis il y a maintenant un problème, une problématique à propos de vieillissement de la population japonaise. Justement, j'allais Oui. en parler. Beaucoup de spécialistes vous reprochent de faire face Oui. à une population Oui. majoritairement vieillissante. Et la question qui brûle les lèvres aujourd'hui, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le Oui. gouvernement Shinzo Abe Oui. dispose d'une politique nataliste? Oui, il y a plusieurs politiques Nathalie a été lancée, mais c'est un peu difficile. Mais qu'est-ce qui rend cela difficile? Il faut bien noter, il y a plusieurs opinions. Par exemple, peut avoir enlever le taux de natalité. Il faut avoir deux enfants par chaque famille au moins. Mais ça, à propos de, par exemple, on considère que rentabilité peut faire agrandir les enfants. Il faut passer à l'université jusqu'à l'université. Ça coûtera très cher maintenant. Donc, les parents, futurs parents, sera bien réfléchir. Ça sera comme il y a des rentabilités pour les enfants, par rapport à l'investissement et puis par rapport au futur des enfants. Voilà. Alors, puisque vous parlez de... C'est mon opinion personnelle. Oui, effectivement. Parce que je n'ai pas d'enfant. Puisque vous parlez de problèmes à ce niveau, Oui. ne pensez-vous pas que c'est le côté sensibilisation qui fait défaut, par exemple? Sensibilisation. Est-ce que le gouvernement japonais, évidemment, communique largement dans les différentes langues là-bas, auprès de la population? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Et vous, en tant qu'intellectuel, qu'est-ce que vous proposez pour changer la donne? Parce qu'il y a un grand risque que vous n'ayez pas assez de jeunes en 30 000. Parce que actuellement, c'est vrai qu'il y a des arguments, discussions à propos de... C'est un vrai problème, ça. Pénurie de manœuvre. Pénurie de manœuvre. Donc, comment on résout ce problème-là? Pour le développement du Japon, c'est indispensable de manœuvre. C'est ça. Et bien sûr, il y a un problème de vieillissement des populations et puis ça doit être correspond de pénurie de manœuvre. Voilà. Il y a des opinions. Il vaut mieux accueillir les étrangers en tant que travailleurs. Mais d'autres parties sont non, il faudrait résoudre nous-mêmes, la population nous-mêmes, comme ça. D'accord. Oui. Avant de venir sur ce plateau, quand je préparais cette émission, j'ai eu à lire dans un passage que dans le secteur des BTP, par exemple, il y a d'autres secteurs où le Japon est en déficit de main-d'œuvre. Vous venez de le mentionner. Et qu'à compter de ce mois, du 1er avril, le Japon compte offrir assez de visas à des Africains pour aller travailler. Est-ce le cas? Non, mais ce n'est pas vrai. Actuellement, on est en train de discuter à propos de rôle de le travailleur en tant que pour combler le déficit de manœuvre. Mais ce n'est pas précisément faire la déclaration du quoi. Puisque, vous voyez, après avoir la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, le Japon a décidé qu'on surmonte tout seul tous les problèmes. Et puis on est devenu comme ça. Tout le monde pensait qu'il faut faire attention sur l'importation de manœuvres. N'est pas seulement l'importation de manœuvres, c'est l'accueil humain. Ce n'est pas énergie de travailleur.
une fois importer, accueillir les étrangers en tant que main-d'œuvre, ça doit qualifier. Peut-être cette personnalité sera peut-être en futur mariée avec d'autres personnes. Ce genre de personne sera chercher d'autres métiers plus favorables. Donc, ça doit être, ce n'est pas du problème, c'est facile. Parce que si on manque de manœuvres, si importer les étrangers en tant que manœuvre, c'est pas possible, je crois que Vous êtes parmi les 3 puissances économiques mondiales. Oui. Et quand on parle d'économie, on parle forcément d'industrie. On ne peut parler d'industrie sans parler de réchauffement climatique. Oui. Alors sur ce plan, qu'est-ce que vous faites pour changer la donne? Parce que le Japon est toujours réfléchir à propos de toujours tenir compte du travail. Si on pense tenant compte de réchauffement climatique, changement climatique, toujours. Il y a plusieurs, je crois que réglementation peut faire bien que l'industrie soit progressivement développée. Sans polluer l'environnement. Bien sûr. Oui. Et vu la progression de l'industrie dans votre pays, est-ce que vous faites face, par exemple, à l'immigration clandestine? Vous voyez, actuellement, 2 500 000 habitants étrangers actuellement au Japon. Mais très peu de personnes qui travaillent clandestinement. C'est la raison, puisque le Japon étant, tout à l'heure, je vous ai dit, c'était un petit île. C'est couvert de l'eau, la mer. Les étrangers doivent n'est que venir par port ou bien aéroport. Vous voyez, par avion, soit navire. Illégalement. Donc on peut contrôler facilement. D'accord. Oui. Et face à l'immigration clandestine, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre politique migratoire pour freiner ce fléau? Par exemple, après, j'ai travaillé au bureau de migration. Bon, carrière, c'est commencé au bureau de migration en 1980, 85, excusez-moi. Et puis, une fois, l'étranger est entré par aéroport, par exemple, son comme statut est automatiquement enregistré avec la durée de séjour. Donc, si, par exemple, la personnalité qui permet d'avoir de visiter de 30 jours. C'est ordinaire. Dès que arrivé à l'aéroport, c'est enregistré automatiquement. Donc si cette personne dépasse tout de suite on comprend. Donc maintenant il y a combien de personnes étant restées en clandestinement. Voilà, c'est très facile à contrôler. Oui. Et quand il dépasse cette date, est-ce que généralement il y a des gens qui vont vers vous pour se déclarer? Oui. En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, si la personnalité qui dépasse de son séjour, ça veut dire overstay, ça doit être, il faut déclarer au bureau de migration de chaque région. Donc il faut prendre procédure. Voilà. Supposons qu'il y a aujourd'hui des investisseurs, des personnes qui souhaitent investir dans votre pays. Quels sont les secteurs, par exemple, que vous les conseilleriez? C'est un peu difficile parce que, en principe, actuellement, les Japonais n'imaginent pas l'investisseur étranger qui vient dans le pays. Voilà, donc cette année, en août, le Japon organise une TICAD, qui s'appelle TICAD. Conférence internationale de Tokyo sur le développement d'Afrique, qui aura lieu en 28 entre 30 août. Dans cette marge-là, le Japon organise une petite conférence pour échange de public-privé pour investir bilatéral. Secteur privé. Pour en Afrique au Japon. Donc
En profitant de cette conférence, je crois qu'il y aura plusieurs opinions sera présentées. Et justement, par rapport à cette conférence, et puisqu'il s'agit de l'Afrique, quelles sont les personnalités attendues à cette conférence? Par exemple, plusieurs personnes au niveau de ici, il y a plusieurs acteurs sur le mine ici aussi, n'est-ce pas? Et puis, d'autre part, il y a plusieurs personnes qui apportent les matériels et puis vendent ici. Il y en a plusieurs. Mais côté japonais les membres aussi. du gouvernement sont invités, oui. les entreprises privées. On a déjà signalé, ça fait une semaine, j'ai discuté les ministres concernés à Guinée. Oui. Et puis on a déjà commencé à publier de cette conférence-là. D'accord. Oui. Et c'est quel ministre? Le ministre conseiller diplomatique, le président de la République? Monsieur Apip. D'accord. Gabriel Curtis. Oui, monsieur Gabriel Curtis et puis chef de l'agence Apip. Apip, oui. Alors, au préalable, est-ce que vous avez défini des secteurs où orienter les activités, par exemple, juste après cette conférence? Ça doit être... Il faut tout d'abord échanger. On a arrangé le lieu d'échange des opinions. Quelle est la province qui existe pour investir en chaque pays, entre deux pays? Voilà. Son Excellence, oui. Je vais vous poser une question un peu particulière parce que le but de cette émission, c'est de rapprocher les ambassadeurs et les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'embrasser ce métier, la diplomatie? Je dois dire merci à regarder cette émission. Et puis, je suis très heureux d'installer en Guinée en tant qu'ambassadeur. C'est un très bon moment ce que M. le Président a justement visité au Japon. Et donc, en profitant d'utiliser cette occasion, j'ai exercé la coopération et puis un échange culturel. Je dois accéder, puis approfondir la relation du pays. Et puis, nous avons chaque fois établi les informations sur le site internet du homepage de notre ambassade et puis en Facebook. Donc, vous voulez consulter notre activité. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'exercice de ce métier? Est-ce les questions de droit international, les relations diplomatiques? Et au préalable, on veut savoir ce qui vous a orienté vers ce métier. Est-ce que depuis tout petit, vous rêvez d'être ambassadeur? Ou est-ce que, par exemple, c'est un proche qui vous a conseillé ou vous vous êtes retrouvé comme ça dans ce métier? Mais ça devenu comme ça. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué que mon métier, c'est commencé mon carrière, c'est commencé en officier de bureau d'immigration. J'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger en tant que diplomate. C'est exactement dire à l'ambassade à Paris. Et puis j'ai eu un contact au niveau de la personnalité japonaise qui travaille là-bas. Et puis j'ai chargé comme protection des ressortissants japonais. Donc après ça, j'ai eu une expérience de travailler en tant que consul, en tant que pour la protection des ressortissants. Et puis je suis professionnel de protection des ressortissants japonais. Mais finalement, dès que j'arrivais à mon âge, notre gouvernement devenir un chef de diplomate à l'ambassade. Donc, dès qu'on est venu ici, c'est le premier travail en tant qu'ambassadeur en Guinée, en tant que diplomate, chef de diplomate ici. Et puis, je ferai du mieux ce que je pouvais faire
mais n'est pas seulement comme la protection des ressources, mais sur le culturel, et puis en coopération économique, et puis en échange d'amitié avec votre population de votre pays. Son Excellence Mathieu Bara, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui aujourd'hui rêvent de faire comme vous, être ambassadeurs comme vous? Donc voilà, et si je suis convaincu que on peut devenir n'importe quelle personnalité, avoir de quel métier, chaque personne possède l'ambition. C'est sûr, je crois. Alors, vous avez certainement quelque chose à rajouter, un dernier message à l'endroit du peuple de Guinée et des ressortissants japonais vivant sur le territoire guinéen. La caméra vous appartient. Bon, donc bonjour. Justement, je suis arrivé en Guinée et puis je suis ému les Guinéens sont très patients et puis actifs et chaleureux. Donc personnellement, pendant mon séjour en Guinée, je voudrais faire approfondir la relation avec vous. Et puis je voudrais faire un voyage non seulement en capitale, et puis à l'intérieur du pays, partout. Son Excellence Hideo Mathieu Bara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Guinée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. J'espère vous retrouver bientôt dans cette émission. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de la Cour des Grands. Merci de votre attention. Merci à l'équipe technique du jour. Nous revoir pour plus d'informations. Bonsoir et au revoir.